Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire depuis hier. Michel Kandessu a rencontré ce mardi le patronat ivoirien. L'ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France a salué le modèle de croissance du pays. Environ 57% de la production mondiale de manioc provient de l'Afrique. Le continent détient pourtant le plus faible rendement moyen, 10 tonnes à l'hectare. La plaie, selon les producteurs, c'est la propagation des maladies virales. On en parlera dans ce journal. Et puis une fusillade ce matin en plein centre de Liège, c'est en Belgique. Un homme a abattu 3 personnes, dont 2 policiers. Lors de cette fusillade, l'assaillant a été abattu par la police. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire depuis hier. Michel Kandessu a rencontré ce mardi le patronat ivoirien. L'ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France a salué le modèle de croissance de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jean-Louis Bongo. C'est un véritable satisfecit que Michel Kandessu, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, a adressé à la Côte d'Ivoire pour son modèle de croissance. Invité spécial du patronat ivoirien, l'économiste français a exprimé sa foi en l'émergence de la Côte d'Ivoire au regard des progrès réalisés ces dernières années. Les constats élogieux que font les grandes institutions internationales sont bien connus. Mais en tant qu'ancien du Fonds monétaire, je ne peux que m'incliner plus profondément que d'habitude vers ce que je vois ici. Les performances que l'on lit dans ce rapport sont tout à fait exceptionnelles. Michel Kandessu note que ces performances sont la résultante d'un partenariat harmonieux entre l'État et le secteur privé, notamment les champions nationaux. L'ancien directeur général du FMI exhorte dans cette quête de l'émergence les autorités ivoiriennes et le secteur privé à se projeter sur le long terme. Accéder à l'émergence, ce n'est pas seulement franchir une ligne d'arrivée, c'est franchir une ligne de départ vers un itinéraire plus ardu encore. Je suis quant à moi persuadé que votre pays, grâce à vos efforts, grâce à la sagesse de ceux qui vous gouvernent, parviendra brillamment et heureusement à cette échéance de long terme. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, a pour sa part plaidé pour le renforcement de l'accompagnement des entreprises ivoiriennes. Nous pensons fermement que l'entreprise ivoirienne a besoin d'être accompagnée. Et c'est ensemble, secteur privé, État et partenaires techniques et financiers, que nous parviendrons à construire des véritables champions capables de vendre à l'international le label Made in Côte d'Ivoire et de consolider l'inclusivité de notre économie. Cette visite de Michel Kandessu a été saluée par l'ensemble des membres du patronat ivoirien, heureux et fiers de bénéficier de ses conseils avisés ainsi que de sa riche expérience dans l'univers de la finance internationale. Les responsables des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire s'engagent à respecter le tarif automobile. Engagement pris à travers une convention signée avec le Trésor public. Notez que l'assurance automobile représente 40% du marché d'assurance en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifo. Sur les 35 compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, 24 ont l'agrément pour vendre des assurances automobiles. Le tarif appliqué dépend de la puissance, du type d'énergie et de l'âge. Tenez, pour un véhicule de tourisme à essence avec une puissance de 7 à 9 chevaux, le tarif de base est de 73 345 francs CFA hors taxe par an. Constat, sur le terrain, ce prix n'est pas respecté selon une étude de la Direction des assurances du Trésor public. Cette étude a révélé une sous-tarification des assurances automobiles due à la concurrence déloyale entre les compagnies. Par cette signature de convention avec le Trésor public, les compagnies veulent impulser un nouveau dynamisme à l'assurance automobile. En plus de l'arrêté qui existe, en plus de la circulaire qui a été prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique,
nous nous engageons à appliquer ce tarif de façon intégrale. La Convention a prévu des sanctions, mais l'arrêté du ministère de l'économie et des finances également prévoit des sanctions. Donc c'est la double sanction qui va s'appliquer. Le montant de l'amende varie en fonction de la garantie de l'infraction entre 20 000 et 30 millions de francs CFA. En cas de récidive, l'amende double selon la Direction générale du Trésor public. Elle a supprimé les critères de zone géographique et d'ancienneté du permis de conduire dans la tarification des assurances automobiles. Chacun avait son prix. Alors il s'agit aujourd'hui de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de police d'assurance puissent être à l'abri. L'assurance automobile a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 73 milliards 900 millions de francs CFA en 2017, ce qui représente 40% du marché d'assurance pour 22,9 milliards de francs CFA versés pour les sinistres. Environ 57% de la production mondiale du manioc provient de l'Afrique. Le continent détient cependant le plus faible rendement moyen, 10 tonnes à l'hectare, à comparer à l'Asie qui affiche un rendement de plus de 21 tonnes à l'hectare. La plaie, selon les producteurs, c'est la propagation des maladies virales. Maladies pouvant donc détruire entre 20 et 90% de la production. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Alors, comment faire face à la gangrène? Le dossier est signé Francis Boifo. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes à travers le monde et 300 millions en Afrique. Au Gabon, nous mangeons le manioc comme aliment de base et qui accompagne tout ce qu'on a comme aliment. Le Burkina Faso, l'essentiel de la production effectivement de manioc est destiné à l'industrie. En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture de subsistance et de rente pour les producteurs. Les produits dérivés sont multiples. Atiké, foutou, placali, farine, amidon, gari et font l'objet de commerces permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais pour combien de temps? Les experts, virologues et sélectionneurs du manioc s'accordent à dire que la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. En Côte d'Ivoire, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA travaillent avec cette productrice. Hortense Aou Kouadio, la quarantaine révolue, est originaire de Lokassou, village situé à 10 km de Bouaké dans la région de Gbeke. Elle nous emmène visiter un de ses champs à 1 km de son village. Hortense ne s'y était pas rendue depuis 2 semaines parce que, découragée par la propagation du virus de la mosaïque africaine du manioc. Ça, c'est déjà attaqué. Donc, c'est en train de contaminer ça là. La majorité est contaminée. Et c'est toutes les variétés aussi. Il y a un baïbo. Vraiment, ça nous décourage. Ça fait beaucoup longtemps que ces genres de trucs-là nous fatiguent. Or que c'est le manioc qu'on prend pour faire tous nos besoins. Avec cette maladie, Hortense pourrait se retrouver avec moins de la moitié de sa production habituelle, 10 tonnes à l'hectare. Les virologues et sélectionneurs du CNRA, basés à Bouaké, se disent préoccupés par la présence du virus. On le reconnaît fait au niveau de la lème. On voit qu'ici, il y a des taches sur la lème et un rétrécissement au niveau de la lème, ce qui est différent des feuilles normales. Vous voyez un peu cette parcelle qui est complètement attaquée par la mosaïque africaine. Et pratiquement tous les plants sont rabougris. Elles ne peuvent pas grandir. Du coup, ne peuvent pas
donner les racines tubereuses qu'il faut, les pertes de production et de rendement vont jusqu'à de 20 à 90% dans les cas graves. Estimée à plus de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc de la Côte d'Ivoire pourrait baisser. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui exporte énormément de pâtes de manioc, qui, par exemple, ne serait-ce que pour le Burkina, est estimé à 12 milliards de francs. Imaginez une baisse de production au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça affecte non seulement cette exportation-là, donc par ricochet toute la chaîne d'emploi que cela affecte. Les sélectionneurs ivoiriens en sont conscients. Ils multiplient les recherches. À ce jour, Sénégal a mis au point plusieurs variétés. La dernière série qui a été mise au point depuis 2008 jusqu'à présent, il y en a 8. Alors cette série est dénommée beaucoup. L'ensemble de ces variétés résistent aux maladies et ravageurs. Ce sont des variétés qui sont très productives. Les rendements vont de 30 tonnes hectares à 40 tonnes hectares sur la station. Et en milieu paysan, lorsque le champ est bien suivi, on peut atteindre des rendements jusqu'à 30 tonnes hectares. Des variétés pour booster la production, il y en a. Seule préoccupation, le coût des boutures. Le prix retenu pour le moment des projets, c'est de 10 francs la bouture. Et comme il faut 10 000 boutures à l'hectare, cela revient à 100 000 francs l'hectare. C'est assez cher, mais disons que la recherche coûte excessivement cher aussi. Et bien ce prix ne tient pas compte du coût réel de la recherche. Donc c'est en quelque sorte c'est une subvention que le Sénat a fait en vendant ses boutures à ce prix-là. Donc c'est un projet qui nous permet de faire la production de semences. La semence est cédée gratuitement aux producteurs ou à une modique somme. Même si, par des subventions, on parvient à distribuer des boutures résistantes à la mosaïque africaine du manioc, le combat contre les maladies virales du manioc continue. Un autre virus sévit en ce moment en Afrique de l'Est et pourrait atteindre la zone ouest. Il s'agit de la maladie de la suie brune du manioc, qui heureusement n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément, dans les laboratoires du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE, on cherche déjà les solutions. Elle est beaucoup plus dévastatrice et les pertes vont de 90 à 100%. Elle attaque non seulement les feuilles, les racines, mais les tiges. Et dans les racines, nous avons des nécroses, c'est nauséabond, on ne peut rien faire avec ces racines. Donc, si cette maladie arrive en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire bye bye la Tchéquie. Si aujourd'hui, nous détectons ce virus quelque part en Côte d'Ivoire, nous, en tant que WAVE, nous n'avons pas le mandat de dire quoi que ce soit à la population. Nous n'avons pas le mandat de prendre des mesures pour arrêter la propagation de cette maladie. Donc, il faut un système de surveillance, de veille, il faut un système d'alerte précoce, il faut un système de réponse à cette maladie. En attendant, les virologues conseillent aux producteurs d'utiliser des plantes saines de manioc pour les cultures, de détruire les plants attaqués par la mosaïque africaine de manioc. Seule mesure à ce jour pour éviter les baisses de rendement et la propagation de la maladie. On évoque à présent la gestion durable des ressources en eau. Le ministère des Eaux et Forêts mène en ce moment une campagne de sensibilisation dans le but donc de sensibiliser les populations à la gestion durable des ressources en eau. On l'a dit tout à l'heure. Dans cette dynamique, eh bien, les populations de Adjin dans la commune de Bingerville ont été visitées. La campagne fait suite à des études menées par le ministère des Eaux et Forêts et financées par l'Agence française de développement AFD sur la lagune Adjin, ce à des fins d'exploitation pour l'approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan. C'est avec Walter Madou Ouattara qu'on en parle. La ville d'Abidjan est actuellement alimentée en eau potable exclusivement à partir des eaux souterraines de la nappe du Continental Terminal appelée nappe d'Abidjan. 83 forages d'une profondeur moyenne de 100 mètres alimentent 9 unités de traitement d'eau dont la production journalière totale cumulée est d'environ 350 000 m3 pour des besoins estimés à 500 000 m3 jour, soit un déficit journalier de 150 000 m3 d'eau potable. Insuffisante, cette nappe est sous la menace d'une contamination par des sources de pollution organique et chimique. Une autre alternative est donc nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable de la ville d'Abidjan. 3 études sur la qualité,
la quantité de la réserve et la production du bassin versant de la lagune Adjin ont démontré que cette lagune est une ressource potentielle en eau potable pour l'approvisionnement des populations du district d'Abidjan. Eau douce de surface, située au sud-est d'Abidjan, dans la commune de Benjaville, la lagune Adjin pourrait produire 225 000 m3 par jour. Elle est moins salée, mais victime de prémices de pollution. La lagune Adjin doit donc faire l'objet d'attention particulière. Nous devons tous préserver notre environnement et l'eau qui est la vie doit être en premier lieu préservée. Donc c'est ce message-là que nous sommes venus apporter et constater de visu donc, de ce qui est fait ici et surtout faire en sorte que les résultats qui sortiront de nos travaux donc, puissent être appliqués le plus rapidement possible pour le bien-être de nos populations. Sensibiliser les populations oppose un manque d'eau potable dans leur village. On a compris des choses. Après le ministre, nous allons transmettre cela à la jeunesse et puis aux vaillantes femmes d'Adjin. Nous allons faire, comme il a dit, vraiment avec courage ce travail pour que tout le monde puisse profiter. Notre souhait, c'est d'avoir de l'eau. Il y a le château d'eau qui a été construit, mais l'eau ne vient pas. Nous avons promis donc à la population de ce village d'intervenir auprès de nos collègues qui en ont la responsabilité. Donc de faire en sorte que ce village soit pourvu en eau potable. Ce projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable des populations du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du premier CD2, contrat de désendettement et de développement. Cette information pour poursuivre, ce sera en images. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Les propriétaires de maisons ne devront plus exiger plus de 4 mois de loyer aux locataires. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité ce mardi 29 mai à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était face aux députés membres de la Commission des Affaires sociales et culturelles pour donc présenter le projet de loi relatif au bail et à l'usage d'habitation. On reste à l'Assemblée nationale. La lutte contre le trafic des migrants était également au cœur des débats à l'hémicycle ivoirien. 2 projets de loi ont été adoptés ce mardi. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de migrants, également celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. On retrouve Gabriel Zani pour en parler. La Côte d'Ivoire durcit son cadre législatif contre le trafic illicite de migrants. La Commission des affaires générales et institutionnelles vient d'adopter 2 projets de loi présentés par Sansan Kambilé, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La Côte d'Ivoire a adhéré à des conventions internationales pour lutter contre la criminalité transfrontalière organisée. Et ces différentes conventions impose aux États partis la mise en place de dispositifs législatifs pour lutter contre le trafic illicite des migrants. C'est dans ce cadre donc ici que la Commission des affaires générales et institutionnelles a reçu l'envoyé du président de la République que je suis pour présenter ces textes. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants permettra de mieux contrôler les frontières et de réprimer les réseaux de passeurs. Jusqu'ici, en Côte d'Ivoire, les services de trafiquants et de passeurs échappent à la répression, faute d'une législation adaptée. L'autre projet de loi abordant la protection des témoins vient mettre fin aux dangers auxquels sont exposées les personnes engagées dans une procédure judiciaire. Protéger les témoins, les victimes d'infractions s'imposent pour la manifestation de la vérité. Des gens ont peur de témoigner pour ne pas qu'ils soient pris à partie après. Et donc aujourd'hui, nous venons de donner un statut aux témoins, comme ça se fait aux États-Unis, en Suisse et dans d'autres pays. Mais surtout, les experts sont protégés. Pour la protection des victimes, le dispositif prévoit la création d'un bureau national de protection des témoins, dénonciateurs, experts. Le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants définit les infractions pénales en la matière et l'intensification de la coopération entre États.
Toute autre chose à présent, je vous invite à une exposition photo à l'honneur des femmes battantes, mécaniciennes, chauffeurs de bus ou encore laveuses auto. Ces femmes qui exercent des métiers dits d'hommes sont à l'honneur à cette exposition. Exposition de Joséphine Kwadio Malawa qui a décidé tout simplement de célébrer ces femmes à travers ses photographies. Franck Kwadio. C'est l'histoire d'une vie. Une vie de femme battante saisie par la pellicule d'une autre femme. Marie-Joséphine Malawa fixe les images et en fait sa profession. La photographe a décidé de mettre sous les projecteurs des femmes au travail et qu'elles travaillent. Celles exerçant des métiers dits métiers d'hommes, par exemple la soudure, le lavage auto, conductrice de bus. Une trentaine de photos portraits sur tableau. Une de ses fiertés, ce portrait de femme mécanicienne d'avion. Alors, j'ai mis en exergue ces femmes parce que je me dis que ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Alors, donc, j'ai réalisé ce documentaire photographique pour véhiculer un message. Femme battante, femme de valeur, la thématique de cette exposition. Vous voyez, Madame Johnson Sirleaf, elle est la toute première femme africaine qui a accédé à la magistrature suprême. Ce n'est pas que la mécanique. Il y a au total 30 tableaux de format 40-60 dans lesquels, en fait, vous avez des séries qui concordent parce que c'est une façon d'harmoniser les séquences dans les prises de vue. Cette exposition, un peu l'histoire de Joséphine, qui débute dans le métier en 1998, aujourd'hui photoreporter au quotidien Fraternité Matin. Elle a dû lutter pour trouver sa place. Son employeur, visiteur attentif, est fier de la proposition du jour. D'abord, les femmes, elles-mêmes se battent pour réussir dans son métier de photographe. Quand elle a eu l'idée d'exposer sur les femmes qui font d'autres boulots, qui se battent elles aussi, je trouve que c'est une idée formidable. Une série de portraits donc pour libérer la femme, et cela pour 10 jours à la Fondation Amadou Ampateba de Cocody. Élan de solidarité des cadres du RDR à l'endroit des musulmans du département de Bondoukou. Ces cadres ont offert des tonnes de riz et de sucre à la communauté musulmane de cette région. Valeur totale du don, 10 millions de francs CFA. Abou Sanogo. 8 tonnes de sucre et 3 tonnes de riz. Les élus et cadres du RDR de Bondoukou expriment leur solidarité aux musulmans du département. Ce sont 173 villages des 12 sous-préfectures qui ont bénéficié de ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans l'élan de solidarité impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara, a précisé Dapierre, secrétaire général adjoint chargé de coordination des activités des cadres. Ce qui me paraît important et fondamental, c'est l'union qui doit régner entre les filles et les fils de Bondoukou, de notre département, de notre région, afin que, dans cet élan de solidarité, nous réussissions ensemble le projet commun que nous sommes en train de développer auprès du président de la République, qui donne des instructions afin que nous marchions dans les sillons que lui-même veut tracer. Par ce acte que nous venons de poser, nous apportons la preuve que plus que jamais, nous serons à côté de nos militants pour donner un contenu à ce que notre parti a dit, le vivre ensemble. Pour faire en sorte que cette fraternité qui caractérise notre parti, cela puisse être une réalité. Les deux émissaires du RDR ont saisi l'occasion de ce rassemblement pour inviter les populations à prendre une part active à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale prévue dans les jours à venir. Et l'ONG Mouvement Ivoirien pour la Renaissance démocratique s'engage pour la promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette ONG a lancé une campagne de sensibilisation à travers le pays pour donc appeler les populations à la solidarité, à la fraternité, surtout à soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Reportage Abou Sanogo. Une caravane de l'ONG MIRD, Mouvement Ivoirien pour la Renaissance démocratique, à travers toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour promouvoir l'esprit de paix, de solidarité et de fraternité. Ainsi, après les villes de Bono, Touleplu, Gagnoa et Dabou, l'ONG MIRD, conduite par son président national Cissé Lassana, a mis le cap sur le district autonome d'Abidjan pour des échanges avec les chefs Hatchan, les chefs de quartier et tous les chefs centraux de la commune de Port-Boué. Au centre de leurs échanges,
encourager ces têtes couronnées à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à la paix et à la cohésion. Nous voulons nous inscrire dans cette logique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut bien que la réconciliation, la cohésion sociale, l'entente de l'union entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire soit une réalité. C'est pourquoi nous avons bien voulu inviter les chefs pour que véritablement nos chefs puissent nous aider à travailler les mains dans les mains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a invité les têtes couronnées à être des artisans de paix. Le président de la République fait confiance aux chefs des villages, aux chefs des communautés. Nous prions pour que Port-Boué continue d'être cette commune de l'amour, de la fraternité, du vivre ensemble. Ces chefs traditionnels s'engagent à œuvrer pour la réconciliation. Sans la paix, on ne peut rien faire. Ce qui veut que moi, à mon tour, j'essaie de donner des conseils à tous les frères, à tous les chefs, pour qu'on soit unis. L'ONG MIRD entend poursuivre ses actions dans d'autres villes et communes du pays. Des présents ont été offerts aux têtes couronnées de la commune de Port-Boué. Fusillade ce mardi matin en plein centre de Liège, c'est en Belgique. Un homme a abattu 3 personnes, dont 2 policiers. L'assaillant, âgé de 36 ans, a été lui-même abattu par la police. Un homme a ouvert le feu ce mardi matin et a fait 3 victimes, dont 2 policiers. Le drame s'est produit sur une grande artère de la ville de Liège, dans l'est de la Belgique. L'individu a d'abord agressé les policiers à l'aide d'un couteau avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a indiqué le procureur de Liège, Philippe Dulieu, lors d'une conférence de presse. Un homme de 22 ans, passager d'une voiture en stationnement dans le quartier, a pris une balle et est décédé. Plusieurs autres policiers ont par ailleurs été blessés dans un deuxième temps, après la courte prise d'otage qui a suivi le triple meurtre. L'assaillant a finalement été abattu par les forces de l'ordre. Un commentaire de Abou Sanogo, et sachez pour être complet sur le sujet que demain mercredi, une minute de silence sera observée et les drapeaux mis en berne dans le pays. Toujours dans l'actualité internationale, on fait un petit tour en France, au Brésil et au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé lundi sa candidature à un second mandat lors de la présidentielle du 29 juillet prochain. Il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Il a placé la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Depuis plus de 2 mois, des coalitions de dizaines d'associations et partis de la majorité avaient déjà annoncé leur soutien à Ibeka. Le président sortant s'est engagé à relever le triple défi de la restauration de la paix, de la reconquête de l'unité et de la réussite de la réconciliation nationale. Environ 200 routiers en grève et de nombreux sympathisants ont bloqué lundi l'accès à la principale raffinerie près de Rio de Janeiro, déterminés à gagner une grève qui paralyse le pays depuis une semaine. Les routiers revendiquent la baisse du prix du diesel à la pompe. Dimanche soir, le président Michel Temer avait indiqué face aux leaders syndicaux son contentement pour une baisse significative du prix, mais les grévistes affichent toujours leur insatisfaction. Le président français Emmanuel Macron réunit ce mardi les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter d'organiser des élections et sortir le pays de la crise 7 ans après la chute de Mohamed Kadhafi. La feuille de route qui doit être validée prévoit l'unification des forces armées et de sécurité aujourd'hui constituées d'une myriade de milices ainsi que l'instauration d'une seule banque centrale et d'un seul parlement. Les présidents tchadiens, nigériens, tunisiens et congolais représentants de l'Union africaine sur la Libye seront notamment au rendez-vous. Voilà un commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.